Et oui, quasiment tous les grands indices boursiers mondiaux qui ont désormais effacé les effets de la tempête boursière d'avril. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. On peut le dire, hein, le calme est revenu sur les marchés financiers. Il n'y a qu'à voir le VIX, l'indice de la peur, qui est à sous 20%. Donc on est business as usual. Ouais, revenu à la normale avec des actions qui ont effacé toutes les pertes qui étaient consécutives à l'annonce des tarifs réciproques. Donc on a un peu l'impression, puis des corrélations qui reviennent un petit peu à la normale. Donc on a un peu effectivement l'impression que les marchés achètent l'idée que c'en est fini de cette guerre commerciale. Et je pense de façon assez excessive. De façon excessive. Oui, parce que finalement, ce qui a été acté après l'accord sur la Chine et après sur la Grande-Bretagne, en fait, ça finit quoi? Ça finit avec 10% de tarifs sur tout le monde, 60% sur la Chine, et en moyenne, on a des tarifs américains qui sont autour de 16%. On était à 2,5% avant l'arrivée de Donald Trump. Donc en fait, c'est une situation là, 10% sur tout le monde, sur l'ensemble de la planète, ouais. 60% sur la Chine. 60% sur la Chine, on ne sait pas ça. Bah pour l'instant, oui, ça peut être plus. Pour l'instant, on est à 30. Oui, mais 30 plus 20 sur le fentanyl, plus 10 sur le truc, ça fait 60. Les 30 incluent les 20 du fentanyl. Ben non, ça joue. Justement, ils ont dit qu'ils allaient enlever les 20. Ils allaient éventuellement enlever les 20 s'il n'y avait pas de fentanyl. Mais en fait, si vous cumulez les taxes, plus l'aluminium, plus etc., vous vous retrouvez avec des taxes sur la Chine qui sont 10 fois ce qu'elles étaient auparavant. Donc on est quand même dans une situation qui est quand même très dégradée. C'est précisément le scénario du pire qu'on évoquait en janvier. On disait, bon, la pire des situations, ce serait d'avoir 10%, 60% sur la Chine et des tarifs sectoriels. Parce que je rappelle qu'on a encore 25% sur l'aluminium, sur l'acier. Il est fort, Trump, parce qu'il a réussi finalement à... En fait, il arrivait exactement à ce qu'il avait dit à sa campagne, en fait. Ouais. Hein. Donc, c'était le truc du pire qui est vécu comme le truc... Qui était effectivement vécu comme le truc qui va bien. Aujourd'hui est accepté parce qu'il est allé taper jusqu'à 140%. C'est ça, en fait, c'est moins pire que ce qu'il avait annoncé il y a 2 semaines, mais il faut quand même juste se souvenir qu'en janvier, quand on parlait de ce scénario là, c'était le pire truc qu'on pouvait... C'était vraiment le curseur le pire. Et on se retrouve quand même donc avec des droits de douane moyens de 16% américains. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est en 1933. Ça fait plus d'un siècle qu'on n'a pas vu ce genre de droits de douane. Donc les marchés boursiers, il y a une forme de complaisance ou de... Alors peut-être aussi d'habitude. Moi, ce que je disais précédemment à des clients, je disais, mais en fait, ce qui est toujours intéressant sur les marchés financiers, c'est qu'on s'habitue un peu au pire. On s'habitue aux attaques terroristes, on s'habitue à la guerre, on s'habitue au Covid, et puis chaque jour, les news, les headlines ont de moins en moins d'impact sur les marchés. Et donc aujourd'hui, je crois que les marchés ont un peu de complaisance vis-à-vis de ça. C'est un gros ouf de soulagement. Là où il y a une vraie raison d'être un petit peu plus optimiste, c'est que je crois quand même qu'on a vu dans toute cette séquence des dernières semaines que Trump était quand même capable de faire demi-tour sous la pression du marché obligataire, quand on avait commencé à avoir la tension sur les taux dollars, sous la pression de Walmart. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un certain nombre de grands distributeurs américains qui vous ont dit « Donald, les étalages ils vont être vides là dans 3 mois, il n'y aura pas de jouets à Noël, on va avoir plein de produits qui vont nous manquer avec les droits de douane que vous avez mis sur les produits importés en Chine. L'iPhone, si vous mettez 145% de droits de douane, il va passer à $3 000. Bon, votre voiture, elle va monter de $12 000, etc., etc. » Il y a eu un moment une espèce de prise de conscience que ça ne marcherait pas. Donc on voit bien que la pression du marché obligataire, peut-être du Made in America, du Corporate America plutôt, et puis dernièrement, je pense quand même un peu des marchés financiers. Je crois quand même qu'on a un petit retour en arrière de Trump, alors que juste là, vous voyez, en avril, on perd 5 trillions en une journée sur les actions américaines, ça ne l'avait pas fait bouger. Là, on voit bien quand même qu'il y a un petit retour à la raison de Donald Trump, donc il est capable de faire machine arrière. C'est ça que les marchés saluent aussi. Oui, je pense qu'il est capable de revenir à raison. Mais je discutais avec des Chinois ce matin. Pour eux, ils ont l'impression d'avoir gagné le combat, quoi. Eux, c'est champagne, quoi. Ils disent, en fait, on a réussi à revenir à un truc qui est à peu près abordable pour nous. On sait d'où. 60%, c'est abordable. Oui, mais en fait, ils sont droits de douane. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont rien lâché. En fait, les Chinois, en termes d'accès à leur marché, les exportations aux États-Unis, c'est plus que 13% pour les Chinois. Ils importent plus de soja du Brésil que des États-Unis. Ils sont de moins en moins dépendants des États-Unis. Donc à la fin, c'est un truc qui va accélérer le découplage. Ils sont tous sourires en disant OK, on a eu cet accord-là, mais il ne faut pas s'y tromper, le découplage de la Chine vis-à-vis des États-Unis, il va continuer, il va s'accélérer. Il est un peu moins coûteux qu'il y a 2 semaines pour les Chinois, mais ça reste pour eux une des grandes raisons de se découpler, c'est qu'il y a des tarifs, il y a une administration américaine qui est un petit peu ingérable dans le sens où très volatile, très incompréhensible, et
les échos que j'ai de l'administration chinoise, c'est que de toute façon, leur décision est prise. Ils vont se découpler des États-Unis. Alors probablement qu'on va avoir du shipping de la Chine qui va en profiter pour aller faire passer des trucs en Chine. Mais je crois que la grande tendance à long terme, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le découplage de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est pour moi une évidence. Ces investisseurs qui donnent le sentiment d'avoir retrouvé le goût du risque avec encore une fois des rebonds boursiers qui sont assez spectaculaires. Hein. On voit sur le S&P 18% de reprise depuis le point bas du 8 avril. Le Nasdaq est de nouveau en marché aussi, en bull market, avec une hausse de 24% depuis son point bas. Oui, après, il faut voir d'où on vient. Hein. C'est-à-dire que c'était quand même la pire démarrage d'un président américain. C'était qu'on n'avait pas vu de la sous-performance. Il n'y a eu que 3 occurrences. On avait eu Roosevelt dans les années 30, on avait eu pendant 2008 la crise financière, mais sinon c'est le pire démarrage d'un président américain en termes d'actions. Donc évidemment, quand vous avez des actions américaines qui étaient en négatif et que vous aviez le DAX à plus 18%, un écart tel entre les actions américaines et les actions européennes, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et donc oui, il y a un rebond, mais on vient quand même d'un peu loin cette année. Alors après, l'année dernière et l'année précédemment, on avait eu des performances américaines extraordinaires. Donc le fait qu'on revienne sur ce qui a été perdu, c'est une chose. Le fait qu'on reparte à la hausse, c'en est une autre. Moi, je crois quand même qu'il faut se poser. Maintenant, il faut quand même se poser la question, c'est quoi les bénéfices attendus aux États-Unis si vous avez quand même des droits de douane qui augmentent sur tous les produits, toutes les importations? Je pense qu'il faut être raisonnablement pessimiste quand même. Je ne vois pas comment les boîtes américaines, ou quand vous avez la plupart des entreprises américaines qui commencent maintenant à se refuser à faire des guidance à 12 mois, ce n'est pas un signe de grande confiance dans le futur. Si vous n'êtes pas capable de donner des prévisions à 12 mois, j'imagine que vous êtes encore moins capable de prendre des décisions d'investissement. Or aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est justement pas du tout ce qu'on anticipait, mais justement que tout le monde pose le crayon et on arrête d'investir. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce sur les investissements aux États-Unis, mais aujourd'hui, la plupart des indicateurs et des enquêtes qu'on peut faire aux États-Unis, c'est plutôt de l'attentisme qui prévaut. Donc l'investissement aux États-Unis, il n'est pas en train d'exploser à la hausse. Qu'est-ce qu'attendent les marchés en termes de hausse de bénéfices par action aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en définitive? On est encore sur le double-digit figure, donc on est sur à 2 chiffres, ça me semble complètement impossible à avoir cette année. Je pense qu'on ira sur des bénéfices des entreprises américaines qui vont être plutôt autour de 5%. C'est peut-être 10 si on est très très optimiste. Donc il n'y a aucune raison que les marchés actions... je ne crois pas qu'on va aller beaucoup plus loin. On ne va pas finir l'année, on va pas faire une année à -5, on finira peut-être à +5, voilà. Mais aux États-Unis. Aux États-Unis, pardon. On y est déjà en Europe, y compris le CAC qui est un peu en retard. Mais oui, c'est plutôt une année quand même où vous avez des grandes interrogations sur vos chaînes de production et sur votre consommation. Vous avez des consommateurs américains, c'est ce que dit le lab de Yale, c'est qu'en moyenne quand même, avec les tarifs qui ont été décidés lundi, malgré cette baisse, on a un surcoût par consommateur américain de $3000. Et donc évidemment que la consommation et le consommateur américain va être impacté. Donc vous allez moins vendre aux consommateurs américains et vous allez moins vendre au reste du monde, puisque vous avez probablement des taxes qui vont être maintenues 10% sur la Grande-Bretagne, 10, 20% peut-être sur l'Europe. Évidemment, les Européens vont vous taxer en retour, et donc vous allez moins vendre au reste du monde parallèlement. Donc je ne pense pas que ce soit des très très bonnes nouvelles. Encore une fois, les entreprises du S&P, elles font 1200 milliards de profits en Chine l'année dernière. C'est 3 fois plus que... Voilà, donc les entreprises américaines en Chine vont souffrir d'abord du découplage parce que les Chinois se tournent le dos aux produits américains, il n'y a qu'à voir les ventes de Tesla. Et 2, ils vont souffrir justement de cette espèce de taxation réciproque. Ouais, ce rétropédalage de Trump, parce qu'avant qu'il revienne en arrière, il y avait un début de défiance sur les actifs américains, les actifs libellés en dollars. On voit bien que depuis ce virage sur l'aile à 180, le dollar a repris des couleurs. Voilà, les actions sont remontées. Il y a juste un petit point noir sur les taux. Et pas des moindres, c'est vraiment... Pour 10 ans américains, on est à 4,50. Voilà, on est sur un énorme problème. On aurait pu imaginer un petit reflux. Complètement, et c'est ça la grosse question, parce que pour moi, c'est ça qui avait fait faire la pause sur les tarifs, c'était justement les tensions sur le marché obligataire américain, à un moment où, je rappelle, les États-Unis ont une dette qui augmente de 1000 milliards tous les 90 jours, donc ils empruntent sur les marchés comme jamais. Et donc, ils ont quand même besoin de coûts de refinancement qui soient un petit peu maintenus. Or, l'énorme problème là, c'est qu'on voit bien que la confiance met des mois à se gagner, mais met des secondes à se perdre. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même que les grands investisseurs hors Amérique, c'est-à-dire que les domestiques sont toujours à acheter de la dette américaine, par contre, les Japonais, les Chinois, les Européens ne reviennent pas. Et donc, il y a un petit sujet, c'est qu'aujourd'hui, les taux américains n'attirent pas trop les acheteurs traditionnels de dette américaine. 4,5, c'est correct. 4,5, et je pense que ce ne sera pas excessivement durable. Mais comme vous avez une administration américaine... Parce que ça reviendra plus bas ou parce que ça ira plus haut?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 4,5, vous attirez des Japonais, vous allez probablement attirer de l'assurance vie française, européenne. La vraie question, quand vous êtes justement un assureur européen ou japonais, c'est que veut faire l'administration Trump avec le dollar ? Et on a toujours cette problématique-là. Là, le dollar se reprend parce qu'on anticipe moins de droits de douane, donc la croissance va aller mieux, et moins de baisse des taux, et donc ça fait monter le dollar par des questions de différentiel de taux. Ouais. Mais si jamais l'administration américaine continue de vouloir prêcher un dollar faible, vous n'avez aucun intérêt à l'investir aujourd'hui, même à 4,5, si vous savez que la valeur de votre investissement va baisser par un effet change. Ouais. Et donc il y a cette espèce d'attentisme. Dites-nous ce que vous voulez faire avec le dollar, quoi. Et pour l'instant, la question est... Ça n'a jamais été dit ouvertement. Trump n'a jamais dit ouvertement « je souhaite un dollar faible ». Il n'a jamais dit ça. Donc. Non, c'est jamais dit comme ça. Ce qui est dit très clairement, c'est par son agenda 2025, par Stephen Mnuchin, qui dit « je veux un dollar faible ouais. ». Et on voit bien que pour l'instant, c'est quand même un petit peu cette séquence qui est en train de se dérouler. En tout cas, ça a l'air d'être leur mode d'emploi dans leur politique macroéconomique, quoi. Pour la Fed, tout ça, ce qu'on vit là, le rétropédalage, le fait que ça se calme un peu sur la guerre commerciale, ça simplifie ou pas la tâche? Moi, je pense que c'est un enfer pour Jérôme Powell parce que on a vu les chiffres d'inflation pas si mauvais en plus là en avril. C'est quoi, c'est 2,1, 2,2, 2,3, je sais plus. 2,3, on l'attendait plutôt à 2,4. Finalement, il a monté de 0,2 par mois, mais finalement rythme annualisé, ça baisse un petit poil. Donc on n'a pas encore l'effet des tarifs dans l'inflation. Donc la Fed, elle doit attendre un peu de savoir où avril, si on a un petit peu. La plupart des droits de douane n'ont pas encore trop infusé dans l'économie américaine quand même. Et donc c'est peut-être le dernier chiffre où on n'a pas l'effet de droits de douane. Donc si j'étais la Fed, j'attendrais un peu pour voir. Mais c'est vrai que fort de ces chiffres d'inflation et de ce petit retour au calme, on se dit vous pourriez baisser les taux. Bah oui, ça lui redonne un peu de marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, pour Jérôme Powell, baisser les taux, c'est perdre une partie de sa crédibilité puisque Trump la réclame. Et quand vous êtes un banquier central, si vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous perdez votre crédibilité. C'était Carlo Topol qui disait un banquier central, c'est comme de la crème fouettée, plus vous tapez dessus, plus elle devient dure. Donc il ne faut surtout pas leur dire de baisser les taux, sinon ils ne vont pas le faire. Et donc là, c'est précisément le dilemme auquel est confronté Jérôme Powell. Même s'il pouvait baisser les taux, il ne faudrait pas trop qu'il le fasse pour une question de crédibilité. Mais aujourd'hui, ce que disent tout le monde, hein, même les plus doves de la Fed, hein, Goosby et compagnie, ils vous disent « wait and see ». On attend, on n'a pas besoin trop de se presser à baisser les taux. Le marché de l'emploi se tient bien. La croissance, elle a fait moins 0,3, mais on le sait pour des raisons techniques. Ouais. On va attendre de voir les effets de la guerre commerciale un peu plus tard. Donc je crois que la Fed, elle va attendre de baisser les taux. Notre scénario, c'est qu'elle ne baisse même pas avant septembre, parce qu'il n'y a que là qu'on verra un peu l'effet de tout ça. Une ou deux baisses de taux. Quoi. Ouais. Les investisseurs, on finit là-dessus, qui ont moins peur aujourd'hui qu'il y a un mois, et à juste titre en même temps. Oui, c'est moins pire qu'il y a un mois, mais c'est nettement moins bien qu'il y a 3 mois. Et donc, on fait quoi alors aujourd'hui? Moi, je serais assez prudent toujours sur les effets dollar. Encore une fois, nous, on est sur un euro-dollar qui peut aller jusqu'à 1,21, donc quand même un affaiblissement. On est à 1,12 là. Voilà, on est toujours sur un affaiblissement de dollar assez marqué, avec une défiance quand même sur les actions américaines qui me semble être encore un peu optimiste dans les valorisations. Donc, prudence quand même sur les actifs américains. Et inversement, je trouve qu'il y a un certain nombre de marchés. Regardez, une des grandes victimes qu'on prévoyait, c'était l'Europe et la Chine. Finalement, dans toute cette séquence-là, c'est les gagnants. Ouais. Enfin, surtout la Chine. Oui, mais même l'Europe, finalement, regardez, la croissance américaine, moins 0,3 au T1, la croissance européenne, plus 0,2. Vous avez Rheinmetall qui fait plus 170%. En fait, Trump a rendu l'Europe great again, hein, c'est-à-dire que tout le monde est en train de voir que l'Europe est en train de se réveiller, doit s'organiser sans les US, doit investir. On commence à avoir des belles histoires, notamment dans le secteur de la défense, mais pas seulement. Donc je crois que la grande évidence que l'Europe serait la perdante, c'est pas ça, c'est faux, c'est invalidé par les marchés actions, mais aussi par les données macroéconomiques. Et surtout la Chine, on disait la Chine va être la grosse victime de la guerre commerciale. La Chine fait un super premier trimestre, elle a encore un petit peu de la place pour faire de la relance, donc finalement la Chine elle va faire ses 4,5 de croissance cette année, l'Europe fera autant de croissance que les États-Unis cette année, autour de 1%. Bon, pas très glorieux, mais c'est pas la récession annoncée, quoi. Allez, merci beaucoup. Point de vue, décryptage signé Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Merci Jean-François. Merci.